Keith Riggs avait compté les jours pendant 6 mois. Le transport en provenance du Koweït atterrit à Fort Campbell 3 heures avant le lever du soleil. Et il avait déjà déposé ses papiers de démobilisation. L'armée avait été sa vie pendant 12 ans, mais Garrett avait 9 ans maintenant, et Keith avait manqué trop d'anniversaires, trop de spectacles scolaires, trop de moments qui ne revenaient pas. Charlotte avait été compréhensive au début, puis distante, puis partie. Les papiers du divorce étaient arrivés pendant qu'il était à Kandahar. Il les avait signés sans avocat, sans se battre. Elle avait obtenu la maison dans le Tennessee, la garde complète, et il avait droit à des appels vidéo tous les dimanches, auxquels Garrett se présentait de moins en moins. Le plan était simple. Surprendre Garrett 5 jours en avance, l'emmener pêcher au lac Dale Hollow comme avant, peut-être commencer à rattraper le temps perdu. Keith conduisit son vieux Silverado dans l'obscurité d'avant l'aube, regardant les routes familières se dérouler dans la lumière de ses phares. La maison, son ancienne maison, était sombre sur Miller Road. Il se gara dans l'allée et coupa le moteur. Le silence semblait anormal. Il frappa d'abord, puis utilisa son ancienne clé. Elle ne fonctionnait pas. Les serrures avaient été changées. Il fit le tour par l'arrière, jeta un œil par les fenêtres. Les meubles étaient différents. Rome. Il se tenait dans le jardin arrière, une pluie froide d'avril commençant à tomber, quand il entendit la lumière du porche de Madame Patterson s'allumer à côté. « Keith, c'est toi ?» La vieille femme serra plus fort son peignoir. « Seigneur, Charlotte ne t'a pas dit ?»« Dis quoi ? Elle a déménagé il y a environ 2 mois. Elle s'est remariée vite. Un homme qu'elle a rencontré au travail, Damon quelque chose. Ils vivent chez lui maintenant, au-delà de Cedar Hill. » Keith sentit quelque chose de froid s'installer dans sa poitrine. Elle s'est remariée si vite. Ça m'a semblé rapide à moi aussi. Chérie, mais qui suis-je pour juger ? Le visage de Madame Patterson s'adoucit. Ce pauvre garçon, quand même. Garrett, je l'ai vu quelques fois avant qu'il parte, silencieux comme une souris d'église. Il avait des bleus au bras une fois, mais Charlotte a dit qu'il était tombé de vélo. Les mains de Keith se serrèrent en poing. Quelle est l'adresse ? Elle la lui donna. Le regarda s'éloigner avec des yeux inquiets. La propriété de Canon était située à 24 km en dehors de la ville. Au bout d'une route de gravier qui se transformait en boue sous la pluie, Keith passa devant 2 fois, observant une ferme, une grange, quelques dépendances, un camion dans l'allée, des lumières allumées dans la maison principale. Il était presque minuit maintenant. Il se gara à 400 mètres plus bas sur la route et revint à pied à travers la pluie. La porte d'entrée était verrouillée. Il pouvait entendre de la musique à l'intérieur, assez forte pour couvrir ses pas tandis qu'il faisait le tour de la maison. Par une fenêtre, il vit Charlotte sur un canapé, un verre de vin à la main, riant à quelque chose à la télé. Un grand homme était assis à côté d'elle, cou épais, épaules massives, le genre de carrure qui venait de soulever des poids dans des cours de prison, pas dans des salles de sport. Damon Cannon. La formation de Keith s'activa automatiquement, évaluée, planifiée, exécutée. Mais où était Garrett ? Il se dirigea vers la grange, et c'est là qu'il le vit. Son fils agenouillé dans la boue derrière la maison, les mains attachées derrière le dos avec une corde en nylon jaune, tête baissée, trempé jusqu'aux os, tremblant, Keith courut. Ses bottes éclaboussèrent dans les flaques, la tête de Garrett se releva d'un coup, les yeux écarquillés de terreur qui se transforma en incrédulité. « Papa, je te tiens ?» Les doigts de Keith défirent les nœuds, la rage faisant trembler ses mains. « Je te tiens, mon pote, tu es en sécurité maintenant ? Papa, tu ne peux pas être ici. » La voix de Garrett était un murmure brisé. Il a dit, les mauvais garçons pris dehors jusqu'à ce que Dieu leur pardonne. J'y suis depuis l'école. Je n'ai pas fait exprès de laisser tomber l'assiette, je le jure. Depuis combien de temps ? Garrett, je ne sais pas. 9 heures, peut-être 9 heures, sous la pluie, les mains attachées. 9 ans. Keith souleva son fils. Garrett ne pouvait pas se tenir debout. Ses jambes fléchirent. Keith le rattrapa, sentit comme il était léger, comme il était maigre. Il le porta vers le Silverado. Mais Garrett attrapa sa chemise avec des doigts engourdis. « Papa !» N'entre pas dans la grange. « S'il te plaît !»« Non !» De l'intérieur de la grange venaient des sons, des gémissements, pas animaux. Keith installa Garrett dans le camion, met le chauffage au maximum, verrouille les portes. « Reste ici, ne sors pas quoi que tu entendes. Papa, je reviens tout de suite. » La porte de la grange n'était pas verrouillée. Keith l'ouvrit. L'odeur le frappa en premier. Corps non lavé, déchets de peur. Ses yeux s'ajustèrent à la faible lumière d'une ampoule unique. 3 cages. Des caisses pour chiens en grillage. Le genre pour Rottweiler.
À l'intérieur, 2 filles, peut-être 12 et 14 ans, et un garçon d'environ 16 ans. Sales, terrifié, enchaîné, la plus jeune fille se mit à pleurer en le voyant. « S'il vous plaît, on sera sage, on sera silencieux, s'il vous plaît. »« Non, je ne suis pas lui. » La voix de Keith sortit stable malgré la fureur qui montait dans sa poitrine. « Je vais vous sortir de là. » Il trouva une pince coupante sur un établi, coupa les chaînes. Les enfants portaient des haillons couverts de bleu et de brûlures de cigarettes. Ils tressaillirent quand il s'approcha. « Pouvez-vous marcher ?» Il garda une voix douce. Le garçon hocha la tête. « Aide les filles à se lever. » Leurs jambes tremblaient. « Il y a un camion devant ?»« Silverado. »« Mon fils est dedans. Il faut que vous montiez à l'arrière. » Et la porte de la grange s'ouvrit derrière lui. Damon Cannon se tenait dans l'encadrement, éclairé à contre-jour, tenant une barre à pneus. Il était plus grand que Keith ne l'avait pensé. One, 93 mai et 118 kilos facilement. Son sourire montrait des dents abîmées. « Eh bien, Charlotte a dit que son ex était déployé. Je suppose qu'elle se trompait ?» Ses yeux allèrent aux enfants, puis revinrent sur Keith. « Tu fais une grosse erreur, soldat. » Keith se positionna entre Cannon et les enfants. « La seule erreur est la tienne. Laisse-les partir. » Cannon rit, un son humide et flegmatique. « Les laisser partir. Ils sont à moi. Ils m'ont coûté cher. La plupart. Ce garçon-là, sa mère me devait 3000. Le père des filles l'a mise en jeu au poker. Tu crois que quelqu'un les cherche? Tu crois que quelqu'un s'en soucie? Moi, je m'en soucie. Toi, tu t'en soucies? » Cannon avança, faisant rouler la barre à pneus dans sa main. « Tu ne t'occupes même pas de ton propre gamin? Charlotte m'a tout raconté sur toi? Toujours déployé, jamais à la maison. Ce garçon avait besoin d'un père. J'ai pris le relais. Tu l'as attaché sous la pluie? De la discipline? Quelque chose que tu ne connais pas, à être parti tout le temps. » Le sourire de Cannon s'élargit. « Mais, puisque tu es là, peut-être qu'on peut arranger quelque chose. Je garde ton garçon. Tu prends ces 3-là? On appelle ça Keith. Par-ci, soldat. Ça ne te concerne pas? » Keith regarda l'homme qui avait posé les mains sur son fils, qui gardait des enfants en cage, qui se tenait là à sourire comme s'il avait gagné. « Voici ce qui va se passer, » dit Keith calmement. « Tu vas rester là, ne pas bouger. Ces enfants sortent. J'appelle la police et tu vas en prison pour très longtemps. » Cannon se rua sur lui. Keith avait combattu à Fallujah, Kandahar, Mosul. Il s'était entraîné au Krav Maga, au Muay Thai, au combat au corps à corps, au nettoyage de pièces. Damon Cannon était grand et méchant, mais il était lent et il n'avait jamais affronté quelqu'un qui avait survécu à des embuscades d'IED et à des combats maison par maison. La barre à pneus balaya l'air. Keith entra dans l'arc, enfonça son coude dans la gorge de Cannon, suivi d'un genou au plexus solaire. Cannon s'effondra en haletant. Keith envoya l'arme d'un coup de pied, attacha les mains de Cannon derrière son dos, avec la même corde jaune qui avait lié son fils. Les enfants regardaient. « Allez au camion !» dit Keith. Maintenant, ils coururent. Keith traîna Cannon dehors, le jeta dans la boue où Garrett avait été. Il marcha jusqu'à la maison, enfonça la porte d'un coup de pied. Charlotte leva les yeux du canapé, son verre de vin figé à mi-chemin vers ses lèvres. De ses temps, elle vit son ex-mari couvert de boue et de pluie, et la couleur quitta son visage. « Keith, où est ton téléphone? Qu'est-ce que tu... Ton téléphone ?» Maintenant, elle le lui tendit. Il composa le 911, garda les yeux sur elle tout le temps. « J'ai besoin de police et d'ambulance au 4058 Cedar Hill Road. Plusieurs mineurs en détresse. Suspect maîtrisé. Non, Damon Cannon. Envoyez tout le monde. » Il mit fin à l'appel. Charlotte pleurait maintenant, mascara coulant. « Je ne savais pas. » Elle a dit « Je ne savais pas pour les enfants dans la grange. Je le jure. » Keith. « Tu savais pour Garrett ?» Sa bouche s'ouvrit, se ferma. Il a dit « Damon a dit que la discipline était importante. Que les garçons ont besoin de structure. Je pensais... » Tu pensais qu'attacher notre fils dehors pendant 9 heures sous la pluie était de la structure. Il a dit que c'était seulement pour 1 heure. Il a dit « Tu l'as choisi ?» La voix de Keith était glaciale. « Tu as choisi un homme que tu connaissais à peine plutôt que notre fils. Tu as vu les bleus. Tu savais que quelque chose n'allait pas et tu n'as rien fait. » Des sirènes hurlaient au loin. Se rapprochant, Keith sortit, monta dans son camion. Garrett était sur la banquette arrière avec les 3 enfants, ses bras autour de la plus jeune fille, murmurant que c'était bon. Ils étaient en sécurité maintenant. Son papa était là. Pour la première fois en 6 mois, Keith sentit qu'il était peut-être rentré juste à temps. Mais alors que les lumières de police peignaient la ferme en rouge et bleu et qu'il regardait les officiers envahir la propriété,
Keith Riggs savait que ce n'était que le début, parce que des hommes comme Damon Cannon ne travaillaient pas seuls. Et Keith avait le sentiment que ce terrier allait plus profond qu'une simple grange dans le Tennessee. La salle d'interrogatoire du bureau du shérif du comté de DeKalb sentait le café brûlé et le nettoyant industriel. Keith était assis en face du détective Ron Mackey, un homme dans la cinquantaine aux yeux fatigués et au visage qui en avait trop vu. Garrett était avec une assistante sociale 3 portes plus loin. Les 3 enfants de la grange étaient à l'hôpital. « Vous avez bien fait ce soir, Monsieur Riggs », dit Mackey en faisant glisser une tasse en polystyrène de café sur la table. Ces enfants, on en cherchait 2 depuis 8 mois. Les signalements de fugue n'ont mené nulle part. Personne n'a jamais pensé à regarder chez Cannon. Et Charlotte ? L'expression de Mackey se durcit. Votre ex-femme prétend ignorer tout. Elle dit qu'elle ne savait pas pour la grange. On la retient pour mise en danger d'enfant au minimum, basé sur ce que Garrett a dit à l'assistante sociale. Mais entre vous et moi, il se pencha en avant. Je pense qu'elle en savait plus qu'elle ne le dit. La mâchoire de Keith se serra. Qu'est-ce qui arrive à Garrett ? Les services de protection de l'enfance sont impliqués. Étant donné que vous êtes le père et que vous n'avez pas de casier, ils accélèrent la garde d'urgence. Vous l'aurez d'ici le matin ? Mais la voix de Keith Mackey baissa. On a besoin de votre aide, pourquoi ? Damon Cannon ne parle pas. Il a pris un avocat immédiatement. Mais dans la grange, on a trouvé des registres, des noms, des dates, des paiements. Ce n'était pas juste lui. Il y a un réseau, des gens qui achètent des vendant des enfants comme du bétail. On a identifié au moins 7 autres enfants disparus qui pourraient être liés. Keith sentit son sang se glacer. Vous dites qu'il y en a d'autres ? On dit que c'est plus grand qu'on ne pensait. Les relevés téléphoniques de Cannon montrent des appels à une 12aine de numéros différents dans 3 États. Des paiements en espèces notés dans un registre. On a trouvé un ordinateur jetable avec des fichiers cryptés qu'on n'a pas encore craqués. Mackey sortit une photo, la fit glisser sur la table. Vous reconnaissez cet homme ? Keith étudia l'image. Un homme dans la quarantaine, cheveux argentés, costume cher. Il se tenait à côté de Damon Cannon, à ce qui ressemblait à une vente aux enchères de ferme. Jamais vu. C'est Terence Grant, promoteur immobilier à Nashville, casier vierge, donne à des œuvres pour enfants. Siège à des conseils d'administration de non-profit, mais son numéro apparaît 37 fois dans le téléphone de Cannon ces 2 derniers mois. Mackey sortit une autre photo. Cette femme, blonde, mi-trentaine. Yeux durs. Non. OpTR dirige un programme d'aide à la jeunesse à Clarksville. On obtient des mandats, mais ces gens ont de l'argent, des connexions, des avocats. Ils s'en sortiront si on ne monte pas un dossier en béton. Keith regarda les photos étalées sur la table, un réseau de visages, de numéros, de connexions, des vies d'enfants réduites à des transactions. De quoi avez-vous besoin de moi ? Mackey s'adossa. Officiellement, rien. Vous êtes une victime dans tout ça ? Votre fils est une victime. Rentrez chez vous, occupez-vous de votre garçon, laissez-nous gérer. Il marqua une pause. Officieusement, je travaille sur les crimes contre enfants depuis 20 ans. J'ai vu des hommes comme Grant s'en tirer parce qu'ils sont assez intelligents pour garder 3 couches entre eux et le sale boulot. J'ai vu des enfants disparaître dans des systèmes qui s'en fichent. Et j'en ai marre. Vous me demandez de faire quelque chose d'illégal ? Je dis que vous avez des compétences que l'armée vous a enseignées. Vous savez recueillir du renseignement. Vous savez survivre en territoire hostile. Et vous avez une motivation que mon badge et ma pension ne me donnent pas. Mackey se pencha en avant. Ces gens ont pris votre fils. Ils l'ont blessé. Et ils blessent des dizaines d'autres, peut-être des centaines. La loi fera ce qu'elle peut. Mais parfois la loi ne suffit pas. Keith pensa au corps maigre de Garrett, aux marques de cordes sur ses poignets, à la façon dont il avait tressailli quand Keith l'avait touché. Il pensa à la fille dans la cage, suppliant de ne pas être blessée. « Si je trouve quelque chose, » dit Keith prudemment, « comment je vous le fais parvenir ?» Mackey fit glisser une carte de visite sur la table. Un numéro de portable personnel était écrit au dos. Hypothétiquement, vous appelleriez ce numéro ? Des preuves recueillies par des voies irrégulières ont une façon de nous pointer vers des méthodes légales de confirmation. On trouve ce qu'on doit trouver. Ces gens disparaissent pour toujours. Keith rangea la carte. Hypothétiquement, Mackey se leva, tendit la main. Allez retrouver votre fils. Keith, il a besoin de vous ? Tout le reste peut attendre. Mais alors que Keith sortait de la station dans l'aube grise, il savait que tout le reste ne pouvait pas attendre. Quelque part dehors, d'autres enfants étaient en cage, et les responsables effaçaient déjà leurs traces. Il récupéra Garrett au service de protection de l'enfance à 6 heures du matin. Son fils s'endormit dans le camion avant qu'il n'ait fait 8 kilomètres, la tête contre la vitre.
Kit conduisit jusqu'à un motel en bordure de ville, porta Garrett à l'intérieur, le posa sur le lit et s'assit à le regarder dormir. À 8 heures du matin, son téléphone vibra avec un texto d'un numéro inconnu. Charlotte a été libérée sous caution. Elle demande à voir Garrett. On ne peut pas l'en empêcher légalement. Soyez prudent. Irem. Kit effaça le texto, regarda son fils endormi, puis il sortit son ordinateur portable et commença à rechercher Terence Grant. Les missions les plus dangereuses qu'il avait apprises dans l'armée n'étaient pas les bruyantes, c'étaient celles où on se déplaçait en silence, recueillait du renseignement et frappait avant que l'ennemi ne sache qu'on était là. Ces gens avaient fait l'erreur de penser qu'ils n'étaient qu'un père endeuillé, ils allaient apprendre le contraire. 3 jours plus tard, Keith était assis dans un parking en face du siège de Grant Development Corporation à Nashville, regardant les employés arriver pour la journée de travail. Il avait passé 72 heures à apprendre tout sur Terence Grant. Divorcé depuis 5 ans, pas d'enfant, propriétaire de biens dans le Tennessee et le Kentucky, siégeant au conseil de la Children's Hope Foundation et de Safe Haven Youth Services, car le philanthrope parfait. Sauf que le site de Safe Haven à Clarksville était dirigé par Hope Thayer. Le plus grand donateur de la Children's Hope Foundation était une société écran qui remontait à une LLC propriétaire de la propriété où se trouvait la grange de Damon Cannon. Keith avait appris à tracer l'argent dans l'armée en travaillant avec des analystes du renseignement à Bagdad. Ce n'était pas dur si on savait où regarder. Ce qui était dur, c'était de trouver des preuves qui tiendraient au tribunal. Son téléphone vibra. « Détective Mackay, on a décrypté l'ordinateur de Cannon », dit le détective sans préambule. « Keith ?» C'est pire qu'on pensait. Liste d'options. Infos sur les acheteurs. On a identifié 12 enfants actuellement disparus. Mais voilà le truc. Le cryptage était de niveau militaire, professionnel. Cannon n'aurait pas pu installer ça lui-même. Grant peut-être? Ou quelqu'un au-dessus de lui. Le registre de la grange montre des paiements remontant à ATG, mais structurés pour ressembler à des transactions immobilières légitimes, sans attraper quelqu'un sur le fait ou en faire craquer un. On n'a que des preuves circonstancielles au mieux. Kit regarda une Mercedes argentée se garer sur la place de parking exécutive. Terence Grant en sortit, 53 ans, costume à $2000. Sourire pour le garde de sécurité. Et Charlotte? Demanda Keith. Le procureur lui a proposé un accord, coopération totale en échange de charges réduites. Elle a donné tout ce qu'elle sait sur Cannon, mais elle jure qu'elle n'était pas au courant du réseau. Elle dit qu'elle pensait qu'il était juste strict avec les enfants. Elle nous est inutile. Elle savait, dit Keith platement, elle savait et elle s'en fichait. Probablement, mais prouver qu'elle était complice de trafic. C'est différent de prouver la négligence. Elle fera de la prison pour ce qui est arrivé à Garrett. Mais pas beaucoup. Mackie soupira. Désolé, Keith, je sais que ce n'est pas ce que vous voulez entendre. Keith mit fin à l'appel, regarda Grant disparaître dans son bâtiment. Cette nuit-là, il engagea une babysitter qu'il avait vérifiée 3 fois, une institutrice à la retraite recommandée par Madame Patterson, et conduisit jusqu'à Clarksville. Safe Haven Youth Services opérait dans une église reconvertie en bordure de ville. Le panneau devant promettait espoir et guérison pour les jeunes à risque. Kit se gara plus loin dans la rue, observa. À 21 heures, Hope Thayer sortit avec un adolescent. Elle le guida vers sa voiture, une Lexus blanche. Une main sur son épaule qui semblait maternelle, sauf si on remarquait comment ses doigts s'enfonçaient dans son col. Kit les suivit jusqu'à un quartier d'entrepôt près de la rivière. La Lexus entra dans une baie de chargement. Kit se gara et se déplaça à pied, restant dans les ombres. Par une fenêtre sale, il vit le garçon remis à un homme dans un camion. De l'argent changea de main. Le garçon fut emmené. Kit photographia tout avec son téléphone. Plaques, visages, transaction. Puis il appela le numéro personnel de Mackay. J'ai Hope. Ils font un transfert. Entrepôt au 412 River Industrial. Ça vient de se passer il y a 10 minutes. Pouvez-vous rester sur elle? Déjà fait? Keith. Soyez prudent. Si elle vous repère, elle ne le fera pas. Hope conduisit de retour à Safe Haven, verrouilla, rentra chez elle dans un complexe d'appartements dans un beau quartier. Keith resta dans son camion jusqu'à 2 heures du matin, compilant tout ce qu'il avait vu, puis il rentra vers Garrett. Son fils dormait dans la chambre du motel, recroquevillé autour d'un ours en peluche que Keith lui avait acheté. La babysitter rapporta aucun problème. Keith la pailla double, verrouilla la porte et s'allongea à côté de son garçon. « Papa !» La voix de Garrett était petite dans l'obscurité. « Oui, mon pote, est-ce qu'ils vont m'emmener ?» L'assistante sociale a dit qu'elle a dit « Je pourrais devoir aller dans une famille d'accueil jusqu'à ce que tout soit réglé. »
Kit attira son fils plus près. Personne ne t'emmène nulle part. J'ai la garde d'urgence. Tu es avec moi maintenant? Mais maman, ta maman a fait des choix. De mauvais choix. Elle en paie les conséquences? Kit lissa les cheveux de Garrett. Je suis désolé de ne pas avoir été là avant. Je suis désolé de ne pas t'avoir protégé. Tu es revenu? Murmura Garrett. Tu es revenu tôt? Je reviendrai toujours, quoi qu'il arrive. Garrett fut silencieux un moment. Puis, ce que tu as fait à Damon dans la grange? Tu l'as entendu? Je l'ai empêché de te blesser, d'en blesser d'autres. La policière m'a posé des questions sur ce qu'il faisait. Sur maman. La voix de Garrett se brisa. Je lui ai tout dit. C'est pour ça que maman a des ennuis. Tu as dit la vérité. C'est tout ce que tu as à faire. Le reste est sur les adultes qui auraient dû te protéger. Garrett se tourna, regarda son père dans la faible lumière de la fenêtre. Il y avait d'autres enfants à Safe Haven avant. Damon les amenait. Parfois, il disait qu'ils allaient dans de meilleures maisons, mais ils avaient l'air effrayés. Papa, comme ces enfants dans la grange, le sang de Kit se glaça. Tu as dit ça à la police? Je ne m'en suis souvenu que maintenant. Tout a été si. Le souffle de Garrett se coupa. Je veux juste que ce soit fini. Ça le sera. Keith fit une promesse qu'il n'était pas sûr de pouvoir tenir. Je m'en assurerai. Le lendemain matin, il appela le détective Mackey avec les nouvelles informations de Garrett, puis il commença à planifier, parce que si Hopseer déplaçait des enfants de Safe Haven et que Terence Grant le finançait, il devait y avoir plus de gens impliqués, des chauffeurs, des acheteurs, toute une infrastructure. Kit avait combattu des réseaux insurgés en Irak, il savait comment fonctionnaient les cellules, compartimentées. Prudentious, paranoïaque, on ne pouvait pas juste couper la tête, il fallait brûler tout le truc. Il ouvrit son ordinateur, consulta les registres fonciers de Grant Development Corporation, commença à cartographier les emplacements, cherchant des patterns, entrepôts, propriétés rurales, bâtiments abandonnés. Son téléphone sonna, numéro inconnu, Monsieur Riggs, une voix de femme. Professionnelle, ce n'est pas Hope. Je suis une avocate représentant Charlotte Banks. Elle aimerait arranger une rencontre avec vous concernant la garde de Garrett. Elle a renoncé à ses droits. En fait, elle a signé sous contrainte. Nous déposons une demande pour réviser le décret de divorce ainsi que les arrangements de garde. Vu votre altercation récente avec M. Cannon, nous croyons qu'un tribunal remettra en question votre stabilité en tant que parent gardien. La main de Kit se serra sur le téléphone. Elle a attaché notre fils dehors, sous la pluie. Elle dit que vous faites de fausses allégations pour l'aliéner de son enfant. Elle est prête à se battre pour une garde conjointe au minimum. Nous vous contacterons avec une date d'audience. La ligne se coupa. Kit resta assis en silence stupéfait, puis il appela Mackay. Il s'attaque à ma garde, utilisant la grange contre moi, disant que je suis violent. Ça ne passera pas. Keith, le témoignage de Garrett seul, mais ça me coincera au tribunal, m'empêchera de me concentrer sur la recherche des autres. La mâchoire de Kit se serra. C'est le but. N'est-ce pas Caro? Charlotte ne veut pas Garrett de retour. Quelqu'un l'utilise pour me ralentir. Grant doit être derrière. Il sait que je cherche. Il rassemble ses forces. Mackay fut silencieux. Puis, le mandat qu'on a exécuté sur Safe Haven est revenu propre. Trop propre. Disque dur effacé. Dossier déchiqueté. L'avocat de Hopseer dit qu'elle dirige un non-profit légitime et que toute allégation est diffamatoire, sans la prendre sur le fait à nouveau. On n'a rien. Je l'ai prise sur le fait. Je vous ai donné des photos. Des photos qui la montrent avec un adolescent et un autre homme. Son avocat dit que le garçon était involontaire. L'homme était un donateur récupérant des fournitures. On ne peut pas prouver le contraire sans le témoignage du gamin. Et on ne trouve pas le gamin. Kit sentit les murs se refermer. Ils étaient bons. Ces gens étaient professionnels, connectés, et ils savaient effacer leurs traces. Keith, dit Mackay prudemment, parfois il faut laisser le système travailler, le système échoue, alors faites-le mieux travailler, trouvez-moi quelque chose en béton, quelque chose que même leurs avocats ne peuvent pas déformer. Kit mit fin à l'appel. Regarda Garrett jouer par terre dans la chambre du motel avec des soldats en jouets que Kit avait achetés. Son fils avait perdu du poids, tressaillait au bruit fort, se réveillait en hurlant 3 fois par nuit. Les gens qui avaient fait ça étaient encore libres, encore en chasse. Keith Riggs avait passé 12 ans à suivre des ordres, à faire confiance au système, à croire que la justice fonctionnait. Ça s'arrêtait maintenant. Il ouvrit son ordinateur, accéda au forum du dark web qu'il avait appris à naviguer dans le renseignement militaire, commença à chercher des gens spécialisés dans des informations que les tribunaux ne pouvaient pas utiliser, mais que les pairs pouvaient. À la tombée de la nuit, il avait 3 noms. À minuit,
Il avait contacté quelqu'un qui se faisait appeler Pablo Skinner et prétendait pouvoir accéder à n'importe quel serveur dans le Tennessee. « Qu'est-ce que vous avez besoin ?» demanda Pablo par chat crypté. Keith tapa, tout sur Terence Grant. Hope CA. Et quiconque connecté à Safe Haven Youth Services, registre financier, communications, biens immobiliers, tout, c'est un gros boulot. Ça vaut combien pour vous? Keith pensa au montant sur son compte bancaire, économie de déploiement. Argent mis de côté pour les études de Garrett. Fixez votre prix. $10,000, moitié d'avance. Résultats en 48 heures. Keith vira l'argent, puis il emmena Garrett à l'endroit où il savait qu'il serait en sécurité, la maison de sa mère à Cookville, à 2 heures de route. Dorothy Riggs avait 71 ans, dure comme de l'acier, et tirait encore au skit tous les dimanches. Elle jeta un œil à son fils et son petit-fils, et ne posa pas de questions. « Combien de temps ?» demanda-t-elle. « Peut-être une semaine, peut-être plus. » Elle regarda Garrett, vit la peur dans ses yeux. La façon dont il restait près de Keith, son visage se durcit. « Fais ce que tu dois faire, » dit-elle calmement. « On sera bien ici. » Keith serra son fils dans ses bras, promit d'appeler tous les jours et rentra à Nashville. Il avait 48 heures pour se préparer, et quand Pablo Skinner livrerait ce pourquoi il avait payé, Keith Riggs partirait en guerre, le genre de guerre pour lequel l'armée ne l'avait jamais entraîné, le genre où les règles n'importaient pas, et les pertes étaient acceptables. Parce que son fils méritait la justice, et Keith allait s'assurer qu'il l'obtienne. Pablo Skinner livra à 3 heures du matin un mardi. Les fichiers arrivèrent par upload crypté, 847 documents, des années d'emails, de registres bancaires montrant des paiements à 17 individus différents, d'actes de propriété et de vidéos de surveillance des serveurs de Safe Haven avant qu'ils ne soient effacés. Keith était assis dans un parking de Waffle House, téléchargeant tout sur un disque dur externe. Ce qu'il trouva fit trembler ses mains. Terence Grant n'était pas juste connecté au réseau de trafic. Il l'avait construit. Les sociétés écrans étaient des couches élaborées de LLC et de Trust qui remontaient à Grant Development, propriété achetée en dessous du prix du marché. Détenue 6 mois, puis vendue à une autre entité de Grant, propre sur papier, sauf que les propriétés n'étaient jamais rénovées, elles restaient vides jusqu'à ce qu'elles ne le soient plus. Les vidéos de surveillance de Safe Haven montraient Optier amenant des enfants par une entrée arrière après les heures, pas les jeunes, à risque annoncé, des enfants plus jeunes, plus silencieux, qui avaient l'air d'avoir abandonné la lutte. Les emails étaient pires, langage codé, packets, livraison, marchandise premium. Mais il y avait des faux pas, un email de Grant à Hope. Le client veut une fille cette fois, 10 à 12 ans, brune préférée. Pouvez-vous sourcer localement ou faut-il importer? Réponse de Hope. Local est risqué après l'affaire Canon. Je contacte notre fournisseur à Memphis. Le fournisseur de Memphis était listé dans les registres financiers comme Leroy Bell. Keith croisa le nom, trouva un homme avec 3 arrestations précédentes pour mise en danger d'enfants. Toutes plaidées à la baisse, il dirigeait un refuge pour sans-abri à Memphis. Le réseau était clair maintenant. Bell sourçait des enfants vulnérables. Hope les déplaçait via Safe Haven. Grant le finançait et connectait les acheteurs. Damon Cannon avait été quoi? Un acheteur? Un lieu de stockage. Keith continua à creuser, trouva plus de noms. Sammy Ingram, propriétaire d'une compagnie de camionnage dont les routes correspondaient aux emplacements des propriétés. Carl Kelly, un juge de cour familial à Nashville qui avait été payé $50,000 via un contrat de consulting 3 semaines avant de décider d'envoyer une fille de 13 ans dans un foyer de groupe géré par Safe Haven. Un juge. Ils avaient acheté un juge. Le téléphone de Keith sonna. Mackie. L'avocat de Charlotte a retiré la demande de garde. Le détective dit, sorti de nulle part. Son avocat dit qu'elle a décidé d'accepter l'arrangement actuel. Pas suspect du tout, ça s'améliore. Charlotte s'est admise en réhab ce matin. Engagement volontaire. Son avocat dit qu'elle gère un trauma et des problèmes de substance. Besoin de se concentrer sur la récupération. Quelqu'un l'a payée ou effrayée. De toute façon, elle est hors de vos pattes pour l'instant. Mackie marqua une pause. On a exécuté le mandat sur l'appartement de Hope Tier. Trouvé rien. Je veux dire rien. Keith. C'est comme si elle avait nettoyé l'endroit. Pas d'ordinateur, pas de fichier, à peine des effets personnels. Elle fuit. Keith regarda la vidéo de surveillance sur son écran, figée sur le visage de Hope, menant un enfant au sous-sol de Safe Haven. « J'ai quelque chose pour vous ?» dit Keith. « Quel genre de quelque chose ?»« Le genre où vous ne pouvez pas me demander d'où ça vient. » Mackay fut silencieux. Puis, je suis à la station, entré par l'entrée arrière, 4 heures du matin.
Pas de caméra de ce côté cette semaine? Keith remit une clé USB avec la moitié des fichiers, assez pour obtenir des mandats, commencer les arrestations, démanteler le réseau. Il garda le reste pour assurance. Mackay examina les vidéos, lut les emails, regarda les registres financiers, son visage pâlit. C'est Jésus. Keith, c'est fédéral. FBI. Sécurité intérieure. C'est crime organisé niveau RICO. Pouvez-vous l'utiliser? Pas directement. La chaîne de custodie n'existe pas, mais je peux l'utiliser pour savoir où regarder. On obtient des mandats pour les propriétés, les registres bancaires. On presse les petits poissons jusqu'à ce que quelqu'un craque. Carl Kelly, le juge, si on peut prouver qu'il a été payé pour placer des enfants à Safe Haven, il risque 20 ans minimum, il négociera. Et Grant, Mackay croisa son regard. Des hommes comme Grant ont des avocats qui pourraient les faire acquitter Dieu. Même avec ça, il prétendra l'ignorance, dira que ses affaires ont été mal utilisées sans sa connaissance. Blâmera les subordonnés, au mieux, on l'a sur évasion fiscale ou fraude. Il pourrait faire 5 ans dans une prison pour col blanc. Ce n'est pas la justice, c'est la loi. Keith se leva. Alors la loi ne suffit pas. Keith, la voix de Mackay se durcit. Ne faites rien de stupide. Je vous donne un pass parce que vous avez sauvé ces enfants. Parce que vous êtes une victime. Mais si vous franchissez certaines lignes, je ne peux pas vous protéger. Je ne vous l'ai pas demandé. Keith sortit, conduisit jusqu'à un dîner ouvert 24 heures, commanda un café qu'il ne but pas. Les fichiers étaient encore en upload sur 3 serveurs cloud différents, sauvegardés et cryptés, preuves préservées. Mais Mackay avait raison, Grant s'en sortirait. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas l'année prochaine. Mais les hommes avec de l'argent s'en sortaient toujours. Le système était conçu comme ça. Keith avait pensé comme un soldat, recueillir du renseignement, frapper la cible. Mission accomplie. Il avait besoin de penser comme autre chose. Son téléphone vibra, texto d'un numéro bloqué. « Je sais qui vous êtes, je sais ce que vous avez trouvé. On devrait parler TG. » Keith fixa le message. Terence Grant avait son numéro, ce qui signifiait que Grant savait qu'il était une menace. Un autre message. « Demain, 14 h, Montgomery Bell Park, Parking Principal. Venez seul ou pas? Et on publie tout ce qu'on a sur la mère de votre fils. Saviez-vous que Charlotte avait un problème de drogue? Qu'elle laissait Garrett seul des jours entiers? Imaginez ce qu'un tribunal ferait avec ça. » Le sang de Keith se glaça. Il menaçait de détruire la crédibilité de Charlotte, ce qui détruirait le témoignage de Garrett, ce qui ferait s'effondrer toute l'affaire. Il tapa en retour. « J'y serai ?» La réponse vint immédiatement. « Homme intelligent. Ça n'a pas à être difficile. Keith, vous voulez votre fils en sécurité? Je veux protéger mon business. On peut tous les deux obtenir ce qu'on veut. » Keith effaça les messages, s'assit dans le dîner alors que l'aube se levait sur Nashville. Terence Grant venait de faire sa première erreur. Il avait donné à Keith un heure et un lieu, et Keith Riggs savait planifier une embuscade. Montgomery Bell Park faisait 1500 hectares de bois et de sentiers à 1 heure à l'ouest de Nashville. Keith arriva à 11 h, 3 heures en avance. Il se gara à un départ de sentier à 3 km du parking principal, se changea en tenue de randonnée et se déplaça à travers la forêt à pied, formation militaire, surveiller le terrain, identifier les points d'étranglement, établir des positions de repli. Le parking principal était au bout d'une route à une voie avec forêt sur 3 côtés, 2 sorties, la route d'entrée ou un sentier de randonnée menant plus profond dans le parc. Keith s'installa sur une crête surplombant le parking, caché derrière un arbre avec des jumelles. À 13h30, 2 SUV noirs arrivèrent. Terence Grant sortit de l'un, flanqué de 2 hommes qui se déplaçaient comme de la sécurité privée. L'autre SUV contenait 3 autres hommes, tous armés, holster d'épaule visible sous les vestes. Grant prenait ça au sérieux. À 13h55, Keith descendit de la crête, approcha par le sentier, main visible. L'équipe de sécurité se tendit, main vers les armes. « Relaxez-vous » appela Grant. Il sourit, tendant la main. « Keith Riggs. Enfin, je commençais à penser que vous me poseriez un lapin. » Keith ne serra pas sa main. « Qu'est-ce que vous voulez ?» Droit au but. « Je respecte ça. » Grant fit geste vers une table de pique-nique. « Asseyons-nous. Nous sommes des gens civilisés. » Keith s'assit en face de lui. L'équipe de sécurité forma un périmètre à 3 mètres en arrière. Grant se pencha en avant. Expression amicale. « Vous avez été occupé à pirater des serveurs, à traquer mon business, à nourrir la police en info. Travail impressionnant. Renseignement militaire. Je suppose. Allez au but. Le but est que vous poursuivez des fantômes. Keith, Safe Haven est un non-profit légitime. Mes investissements immobiliers sont légaux.
Quoi que Damon Cannon ait fait sur sa propriété, c'est sur lui, je suis un philanthrope. Demandez à n'importe qui, j'ai vu les emails. Les emails peuvent être falsifiés, altérés, sortis de contexte. Le sourire de Grant ne vacilla pas. Vous savez ce qui intéresse les tribunaux? Des faits prouvables, chaîne de custody, preuves qui résistent à l'examen légal. Vous n'avez rien de ça? Le détective Mackay en a? Le détective Mackay a des preuves circonstancielles que mes avocats déchireront en 5 minutes. La voix de Grant se durcit. Mais voici ce que vous avez. Un fils qui a besoin de son père, un garçon qui a vécu l'enfer. Ne pensez-vous pas que Garrett mérite une vie normale? De la stabilité? Ne dites pas le nom de mon fils. J'essaye d'aider. Keith, vous partez? Arrêtez de creuser. Et je m'assure que le témoignage de Charlotte soutient votre affaire de garde. Je m'assure que les dossiers de Garrett restent scellés. Je m'assure que votre famille est protégée. Grant marqua une pause. Ou vous continuez à pousser et j'enterre Charlotte si profond que chaque morceau du témoignage de Garrett devient suspect. Je vous coince au tribunal pour des années. D'ici à ce que ce soit fini, votre fils aura 18 ans et sera endommagé au-delà de la réparation. Kit étudia l'homme en face de lui et calme, confiant. Utterly convaincu d'avoir gagné. « Vous oubliez quelque chose ?» dit Keith. « Quoi donc? Je ne suis pas venu ici pour négocier ?» Le sourire de Grant s'effaça. « Alors pourquoi êtes-vous venu? Pour voir si vous amèneriez des amis ?» Kit sortit son téléphone, appuya sur envoyer pour un texto préécrit. Au loin, des sirènes hurlèrent. Le visage de Grant pâlit. « Qu'avez-vous fait? J'ai dit au détective Mackay que je vous rencontrais ici. Lui ai dit que vous menaceriez mon fils. Lui ai dit que vous auriez des hommes armés. » Kit se leva. Ces gars de sécurité, les permis de port dissimulés ne couvrent pas des muscles loués faisant des menaces dans un parc d'État. Ces menaces graves, et quand ils fouilleront vos véhicules, ce qu'ils sont légalement autorisés à faire, après une plainte pour armes. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils trouveront? Un membre de l'équipe de sécurité craqua et courut. 2 autres tendirent la main vers leurs armes. Kit plongea derrière la table de pique-nique alors que 3 voitures de shérif hurlèrent dans le parking. Lumières clignotantes au sol, mains où on peut les voir. C'était le chaos. L'équipe de sécurité essayant d'obtempérer, Grant hurlant pour des avocats, Kit restant baissé tandis que les adjoints envahissaient la scène. Mais le vrai coup n'était pas ici. Pendant que Grant était détenu, pendant que sa sécurité était fouillée et arrêtée, le détective Mackay exécutait des mandats sur le siège de Grand Development Corporation, sur les unités de stockage de Hope-Thier, sur le refuge de Leroy Bell à Memphis, des raids synchronisés, 15 emplacements, basés sur les infos que Kit avait fournies. Au moment où Grant fut libéré sous caution 6 heures plus tard, le FBI avait déjà saisi ses serveurs, trouvé les fichiers supprimés que Pablo Skinner avait extraits, trouvé les registres financiers prouvant les sociétés écrans, trouvé le pattern d'achat de propriétés aligné sur les signalements d'enfants disparus. Kit regarda ça se dérouler depuis le bureau de Mackay, buvant un café affreux. Le juge Kelly a craqué. Mackay dit, raccrochant son téléphone, dès qu'on lui a montré les registres de paiement, il a tout donné. Hope est dans la nature, mais on a lancé un avis de recherche. Leroy Bell est en garde à vue. Sammy Ingram parle pour se sauver. Et Grant? L'expression de Mackay était sombre. Ses avocats déposent déjà des motions, mais le FBI est impliqué maintenant. C'est trafic humain. RICO, fraude fiscale. Même avec ses connexions, il risque des décennies, peut-être à vie. Keith hocha lentement la tête, sentit le poids de 3 jours s'alléger légèrement de ses épaules. Rentrez chez votre fils. Mackay dit « Cette partie est finie ». Mais Kit savait que non. Pas vraiment, parce que Hope-Thier était encore dehors et qu'il y avait encore 12 enfants disparus qu'il n'avait pas trouvés. Il conduisit jusqu'à Cookville, récupéra Garrett, serra son fils fort. « C'est fini », demanda Garrett. « C'est fini », mentit Keith. Parce que la vérité était plus dure, la justice était messie, incomplète. Et parfois, il fallait se contenter de assez bien, mais Keith Riggs était un soldat. Et les soldats savaient que parfois les batailles finissent, mais les guerres continuent. Pour l'instant, cependant, son fils avait besoin de lui, alors il rentra chez lui. 2 semaines plus tard, un mardi matin, Kit préparait le petit déjeuner quand son téléphone sonna. « Mackay, on les a trouvés ?» Le détective dit, tous les 12, dans un entrepôt à Louisville, tuyau anonyme. Nous a menés droit à eux, ils vont bien, vivance, traumatisés mais vivants. Mackay marqua une pause. Le tuyau venait d'un email crypté, introuvable, mais il incluait des infos détaillées sur où étaient les enfants. Qu'il ait gardé tout ce dont on avait besoin pour un raid propre, ça ressemble à du bon travail policier.
Ça ressemble à quelqu'un qui s'est travaillé dans les ombres, désolé. La voix de Mackay était prudente. Hope TR a été trouvée morte ce matin. Suicide apparent. Pilules et alcool a laissé une note confessant tout, impliquant Grant, donnant des emplacements pour des preuves cachées. Kit ne dit rien. Le truc, continua Mackay, ses voisins ont rapporté un homme correspondant à votre description dans le coin il y a 2 jours. Conduisant un véhicule comme le vôtre, j'étais à Cookville avec mon fils. Ma mère peut confirmer? Je suis sûr qu'elle peut. Mackay soupira. Keith, je ne pose pas de questions auxquelles je ne veux pas de réponse. Ces enfants sont en sécurité. Grant va en prison. Le réseau est démantelé. Mais si vous avez quelque chose à me dire? Rien à dire, détective. Je suis juste un père essayant de s'occuper de son fils. Hein? Mackay fut silencieux. Eh bien, pour ce que ça vaut, ces enfants que vous avez sauvés, ils reçoivent de l'aide maintenant, de la vraie aide. Thérapie, maison sécurisée, une chance. Vous avez bien fait? Kit mit fin à l'appel, regarda Garrett manger des céréales à la table de la cuisine. Il n'avait pas conduit jusqu'à Louisville, n'était pas allé près de Hope Sierra, mais il avait passé un appel à quelqu'un qu'il avait rencontré en Irak, quelqu'un qui lui devait une faveur, quelqu'un qui savait faire disparaître les problèmes, l'email crypté à la police. C'était une autre faveur, des Pablo Skinner, qui avait été payé la seconde moitié de sa rémunération avec des instructions très spécifiques. Parfois le système avait besoin d'aide, parfois la justice requérait de sortir des lignes. Keith Riggs n'en était pas fier, mais il n'en avait pas honte non plus, parce que Garrett riait maintenant, jouait, dormait toute la nuit, et 12 enfants étaient libres. C'était assez. 6 mois plus tard, Keith se tenait dans une salle d'audience tandis qu'un juge finalisait sa garde complète de Garrett. Charlotte purgeait 18 mois dans une installation de sécurité minimum, éligible à la libération conditionnelle dans 9. Elle avait accepté de ne pas contester la garde en échange d'une sentence plus légère. Le procès de Terence Grant était en cours, les procureurs fédéraux demandaient 40 ans. Kit et Garrett avaient déménagé à Cookville dans une petite maison près de la mère de Keith. Garrett était en thérapie, allait mieux, avait encore des cauchemars, tressaillait encore au bruit fort, mais il souriait plus, riait plus. Keith avait commencé à travailler dans la construction, utilisant son GI Bill pour prendre des cours en travail social. Il se disait que s'il était bon pour trouver des enfants qui avaient besoin d'aide, autant en faire une carrière. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le porche à regarder les lucioles, Garrett leva les yeux vers lui. « Papa, qu'est-ce qui est arrivé à Hope ?» La dame de Safe Haven. Kit savait que cette question viendrait. Il avait répété la réponse. Elle est partie. Elle ne peut plus blesser personne. Est-ce que tu... Je t'ai protégé. C'est tout ce que tu as besoin de savoir. Garrett fut silencieux alors. Bien. Kit attira son fils près de lui, regarda le coucher de soleil peindre le ciel en rouge et or. Il avait enfreint des lois, franchi des lignes, fait des choses qui le hantraient, mais il avait sauvé son fils, sauvé d'autres enfants. Et s'il avait le choix à nouveau, connaissant le coup, Keith Riggs le referait tout pareil. Parce que c'est ce que font les pères. Ils protègent leurs enfants quoi qu'il arrive, même si ça signifie devenir le monstre que les monstres craignent. Et alors que les lucioles dansaient dans l'obscurité grandissante, Keith Riggs s'autorisa un petit moment de paix. Son fils était en sécurité, les mauvais hommes étaient partis. Et demain, il se réveillerait et continuerait à construire une vie qui valait la peine d'être vécue. C'était une victoire suffisante. 1 an plus tard, Kit reçut un appel du détective Mackay, maintenant à la retraite. « Je pensais que vous voudriez savoir, » dit Mackay. « Grant a été condamné ce matin. 45 ans, sans conditionnel. Le juge a appelé ça l'affaire de trafic humain la plus complète de l'histoire du Tennessee. Bien, il y a plus. Votre nom est venu pendant les déclarations d'impact des victimes. 17 enfants. Tous ont dit qu'ils étaient vivants parce que vous avez enfoncé cette porte de grange. Certains veulent vous rencontrer. Merci. » Kit pensa à la fille de la cage, aux garçons qui ne pouvaient pas parler, aux autres qu'il avait tirés des ténèbres. Dites-leur qu'ils ne me doivent rien. Dites-leur de vivre de bonne vie. C'est assez de remerciements. Je me doutais que vous diriez ça. Mackay rit. Vous savez, le FBI a demandé pour Hope Thier, pour les preuves qui sont apparues, pour les tuyaux anonymes. Qu'est-ce que vous leur avez dit? Que parfois le bon travail policier implique de la chance et que j'ai toujours été chanceux. Mackay marqua une pause. Prenez soin de vous, Keith. Et de ce garçon à vous? Toujours. Kit mit fin à l'appel, regarda par la fenêtre où Garrett jouait au basket avec les enfants du quartier. 12 ans maintenant. Plus grand, plus sain, entier, son fils le vit regarder, agita la main, sourit. Kit agita en retour.
pensa aux ténèbres qu'il avait touchées, aux lignes qu'il avait franchies, à l'homme qu'il était devenu, et sut sans doute qu'il le referait tout, parce que l'amour n'avait pas de limite, et les pères ne s'arrêtaient pas, jamais, pas jusqu'à ce que leurs enfants soient en sécurité. Et le fils de Keith Riggs, il était en sécurité. Enfin, complètement en sécurité, c'était tout ce qui comptait. Tout le reste n'était que détail. C'est ici que notre histoire se termine. Partagez vos pensées dans la section des commentaires. Merci pour votre temps. Si vous avez aimé cette histoire, veuillez vous abonner à cette chaîne. Behind me, you want to jump where you're on the edge of it. That way you have the most movement forward. Oh. And not the right way. Oh my Oh, well, god! I guess you can go that way. Whew. I just shoved my face into the explosive barrel so we could go that way. Bob and weave, bob and weave, bob and weave. Oh, oh, oh. Bob Weave. Bob Weave. Wombo comboed. Bob Weave. Oh man. Oh. Let's go. That was cool. Oh. Oh, there goes another life. So for the ice, if you spam jump at a consistent rate, you will move forward on it. Oh. No, no. Oh. Dragon, remember when you used to have like four, they would have four in a row, and if you spammed quick enough, you could have two people do the 4-person thing? Yeah. What was the trick with the ice again? If you jump forward at a consistent rate. It'll speed. What? What? No, Let's it'll be able, go. you'll be able to go up the incline. It's taking him away. Oh. No. There goes my hero. Watch him No. as he goes. Dragon, I'm so excited for them to like meet the final boss. Okay, now we're gonna do what we had to do earlier with the The Four gong. Oh, let's go. You guys can do the 2+ ones. Dragon and I will go to the other one. Where am I going? The one like way over there? I'll go way over. You go mid. Oh, okay. Oh, okay. That means we can't get to I'm the ready. boss without going through the next zone. I know. The boss zone. Wow. Everybody ready? Nope. I'm ready. Hold on. Okay, I'm ready. 3, 2, 1. Go. Bing bong. Let's go. Oh, this not. I don't know why I thought this was the Yeti. No, fuck the Yeti. Oh. Wow, I'm surprised I didn't get hit. Oh, stop looking at me. Let's go. Let me in. Glitched adventure hammer. Let's go. Oh, nice. You got your first glitched weapon. Let's go. We should probably back out after this one and convert. Yeah, I got 3028. Can't remember what like the Probably base back. amount is. Oh, the bops, dude. Ooh, so good. Oh, Yes, it's time.
This thing. Whoa. Health bottle refills. Okay, I can't buy that because it's like 400. What's this one? Wooden whistle. No one's got the bed. Oh, Oh, it's majestic. Oh my god! Dab, you're spoiling this. You're spoiling it, Dab. You're spoiling I'm not gonna spoil it. I'm not gonna spoil it. I just said it's majestic. That's it. Spoiling That's it. the only thing. Spoiled it. Spoiled it. it. Soiled it. soiled it. Soiled it. Spoiled it. You can go into the door and it'll for World 2 and it'll bring you back in. Let's go. Zone 2? Yes. Okay. Are you guys in World 1 Zone 2? Yeah, I said World Oh, yeah. 1. Why are we in World 1? Yeah, we gotta go. You gotta go to World 2. Oh. Mitch, can you go in? Okay. Dude, all the bubbles. Make sure you grab that. I did. I thought I did at least. Yeah, it's just Yes. snacks. Yes. So wait, you go to the door and then... Yep, you just walk into the World 2 door. There'll be a little 2 next to it. No, that's World 1. It's World 1, okay. Yeah, there's a 2 next to it. Or 2, there it is. Okay. That's 4. That's 2. Oh, stream delay. Stream delay. Stream delay. I was like, what? They go in order, so it's 1 there, 2 there, 3's across from 2, and then 4 up. Gotcha. 4 doesn't exist yet. We have like the starting things of 3. Is that the That's the That's the boy. ball. Here it is. Now the ball will knock you off, so don't walk over when he's boy. Avoid bois. Avoid the ball. So good. I know, right? Whoa. Whoa. Bob weave. Okay. Stop evading, bitch. Whoa. My god. The blasters. So we're going to go do the King Raccoon. No, I fell off. I'm back at the Oh. Let's get ping ponged. Ding, ding, ding. There we go. Not the correct way. Where did Oh, brother. Oh, this is the correct way over here. Skirt. 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 Did I miss something in here? No. Okay. I fell Run. behind. Oh no! Is it Goodbye. where I like to be. Oh god, I'm stuck with the bois. 90s. Where'd you guys go? Oh. It's so good. If you look up, Deb, like look from top to bottom, you can see us. Oh, I But see. gotta go around. Gotta go around. Okay. No, this way. Just jump over these spikes. Okay. And don't fall off. Oh, whoa. That fell off. How do I avoid falling off? Take a real tight left turn. No!
No, don't blow me. Whoa. You did the drift. It's so cool. No. Oh, oh. I got some dark. No. Don't worry. Nope. Extremely. Hit. I feel like jumping almost makes it worse. Oh! Oh! Oh, gotta fight him on ice. Let's go.